Pour moi, l'immobilier, c'est un instant T. Donc c'est là, maintenant, aujourd'hui. Tu peux refaire un appart solo, tu peux pas faire une copro solo. J'ai travaillé dans une franchise. Au bout d'un an et demi, on m'a gentiment dit est-ce que tu es sûr que l'immobilier c'est fait pour toi? Donc on m'a montré la porte. H1 France et encore une fois, passe à l'action, ne fais pas que parler. J'ai de l'ambition et j'ai envie de faire plein d'autres choses encore. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Miramadzi. Olivier qui nous reçoit dans une de ses agences à Clichy. Mais écoute, Olivier, merci de nous recevoir. Okay. Je te laisse te présenter rapidement ton parcours. Depuis combien de temps tu es dans l'immobilier? Alors du coup, je m'appelle Olivier, j'ai 32 ans. Je suis le fondateur de l'agence Seven Immobilier. C'est un groupe de 3 agences. On a ouvert la première à Clichy, la deuxième à Saint-Ouen et la troisième à Guimauquet, dans le 17e, 18e. Ok. Cool. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier? J'ai commencé mon premier stage quand j'avais 19 ans, donc ça fait à peu près 13 ans maintenant. Cool. Alors on va commencer par une première partie pour tous les acquéreurs qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui ne savent pas trop par où commencer. Je suis sûr que tu as plein de conseils à leur donner. Donc voilà, quel conseil déjà tu peux donner à une personne qui veut se lancer dans l'immobilier, qui ne sait pas trop par où commencer? Voilà, quel conseil tu peux lui donner? Alors je pense que le point de départ pour une recherche d'appart, c'est de savoir combien on peut emprunter, surtout en ce moment. Donc la première étape, je pense que ce serait de venir te voir toi pour son financement. Et du coup, une fois qu'on a un financement, donc un budget maximum auquel on peut acheter, la deuxième étape, ce serait pour moi de faire un tour des agences immobilières dans le quartier dans lequel on cherche et de commencer par les agences, toutes les passerelles pro, Se Loger, Logic-Immo, Meilleur Agent, Le Bon Coin, pour commencer à chercher. Après, c'est clair que moi, je vois beaucoup d'acquéreurs sur le marché qui vont voir les agences immobilières et qui n'ont même pas le budget. Je pense que le budget, c'est la base, clairement. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'appelle ça un peu des touristes. C'est ceux qui viennent et qui me disent en fait, je sais pas combien je peux emprunter. Donc, clairement, c'est une perte de temps parce que ça peut partir évidemment dans les deux sens, avec plus ou moins de budget. Et voilà, faut bien démarrer au bon endroit. Et puis, ça peut pas être très sérieux d'un acquéreur qui vient te voir et qui dit je sais pas combien on peut emprunter, peut-être qu'il va revenir vers toi une deuxième fois. Ouais. Et après tu l'auras, je redirige directement vers toi. Ouais, j'ai compris. Du coup, je te laisse nous dire déjà qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète un appartement ou une maison, ça peut être un appartement ou une maison. Quels sont les pièges vraiment à éviter pour tous ceux qui se lancent dans l'immobilier, qui font leur première visite? Qu'est-ce qu'il faut regarder en visite? Alors moi, je fais donc du résidentiel, je vends surtout des apparts, donc je vais partir là-dessus. Pour moi, le plus important, c'est une bonne copro. En fait, ce que je dis à mes acquéreurs, c'est qu'un appartement à refaire très bien, si ce n'est mieux, tu peux le refaire entièrement à ton goût. Par contre, pour une copro, ça sera pas le cas. Tu peux refaire un appart solo, tu peux pas refaire une copro solo. Donc la copro en bon état, c'est le plus important. Ok. Donc ça, c'est le principal piège. Oui, je pense ça peut mener à des grosses complications que tu peux pas maîtriser par la suite, c'est ça? Oui, je pense que c'est le point de départ. Ok. Et après, derrière, dans l'appartement en soi, quand tu fais ta visite? Dans l'appartement, ça dépend des goûts et des couleurs, donc ça arrive dans un second temps. Tu sais qu'il y en a qui sont plus ou moins organisés, il y en a qui se ramènent, qui posent des questions au fur et à mesure en fonction de la découverte, et il y en a qui ramènent leur liste avec leur checklist, etc. Carrément. Ça dépend des personnalités de chacun, en tout cas, mais voilà, le but, c'est, à toi de nous dire, mais quand tu fais une visite, c'est de voir tous les différents points, toutes les petites questions que tu peux poser pour anticiper au maximum. Alors justement, c'est un peu le rôle notre rôle de l'agent IMO, c'est de répondre à toutes ces questions, c'est d'avoir un dossier complet avant de mettre un appartement en vente. Donc en général, quand je vois cette fameuse liste qu'on me sort de 2 pages, on est capable de répondre à tout et c'est ce qui permet de faire un bon achat. Top, ok. J'avais une question d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui mettent un peu la pression aux acquéreurs, forcément, hein, c'est le jeu, et qui leur disent attention monsieur Cohen, sur cet appartement-là en particulier, j'ai plein de visites, l'appartement est très demandé. Est-ce que c'est une technique de l'agent immobilier? Est-ce que c'est parfois vrai? Est-ce que parfois c'est faux? Enfin, dis-moi un peu plus ça. C'est la remarque qu'on entend tout le temps. Alors c'est drôle que tu me dises ça. Moi je travaille peut-être pas comme tout le monde, je suis hyper transparent et je pense que si je te dis il y a 2-3 ans quand le marché était complètement délirant, on avait 50 acquéreurs pour un 3 pièces tout simple, est-ce qu'à ce moment-là si je te disais qu'il y avait plein de visites, tu me crois ou pas? Je pense que ouais.
Voilà. Parce que Et à l'inverse, aujourd'hui, je pense qu'on est au courant qu'il y a moins d'acquéreurs, beaucoup plus d'appartements à vendre. Donc, quel serait mon intérêt de te dire qu'on a plein de visites? Non, au contraire, je préfère te dire, prenez votre temps. De toute manière, ils prennent tous beaucoup plus de temps. Entre une visite et une revisite, il m'est arrivé d'avoir 10 jours, 2 semaines. ok. Donc, c'est hyper long. Donc, ça n'a plus aucun sens de créer une sorte de pression inutile auprès de l'acquéreur. Et d'ailleurs, sur les visites-revisites, en général, un acquéreur, tu le conseilles de faire une première visite seul ou accompagné et une contre-visite. Enfin, comment ça se passe? Alors ça dépend du profil. Pour moi, quelqu'un qui achète seul, visite seul en premier, ou avec ses parents, ou avec des amis. Un couple, en général, je leur demande de venir tout de suite en couple, histoire de pas démultiplier les visites et de déranger les propriétaires, etc. Donc c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend. Ok. Mais après, au moins en faire une seule et peut-être une deuxième Ouais, évidemment. accompagnée pour avoir un avis externe. Je pense que... Ouais, clairement. ok. Et pareil, on a souvent les gens qui te disent j'achète pas parce que c'est trop haut, ou j'achète pas parce que les taux sont trop hauts, j'attends que ça baisse, j'attends que les taux baissent, etc. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là, ou qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Pour moi, l'immobilier, c'est un instant T. Donc c'est là, maintenant, aujourd'hui. Si tu me parles des taux, ce que je réponds en ce moment à mes acquéreurs, c'est: est-ce que vous préférez acheter un appartement qui est au mètre carré très cher, avec un taux très bas, ou est-ce que vous préférez acheter un appartement à son prix, peut-être essayer de le négocier, donc l'acheter un peu moins cher, avec des taux qui montent, sachant que les taux que nous on a aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on est aux alentours des 3%. On est à aujourd'hui, fin janvier 2023, on est aux alentours des 3% sur 25 ans. Donc dans l'idée, nos parents ont emprunté à combien? Il y a 15-20 ans, à beaucoup plus. Donc voilà, c'est mètre carré cher, taux bas, mètre carré un peu moins cher, taux un peu plus haut. On s'y retrouve tous. Clairement. Après, 3%, c'est pas si... Enfin, c'est clair qu'on s'est habitué pendant des années à 1% sur 25 ans ou 1,5% sur 25 ans. C'est devenu limite une norme, mais effectivement, comme tu l'as dit, nos parents, eux, ils achetaient à du 4-5%. Ouais, exactement. Et à aujourd'hui, ils revendent avec des plus-values énormes. Donc, moi, je suis plutôt partisan de acheter le plus tôt possible. Ça va vous permettre de constituer du patrimoine le plus tôt possible, de décapitaliser le plus tôt possible sur le prêt. C'est exactement ça. Et après, derrière, ne pas revendre, en tout cas, le seul conseil que je puisse donner, sauf cas extrême où on n'a pas le choix, mais ne pas revendre quand ça baisse et acheter quand ça monte, justement. Ouais, exactement. Donc, c'est acheter, je dirais, jeune. Le taux, en réalité, si on revient, alors je pense pas, mais si on revient sur des marchés comme il y a 2-3 ans, pourquoi pas, dans 4-5 ans, renégocier son taux si les taux rebaissent. Ça peut tout à fait revenir, ouais. Voilà. Là, actuellement, effectivement, on est en plein boom. Là, les taux explosent très rapidement. Mais du coup, c'est ça qui freine aussi beaucoup d'acquéreurs. Et donc, s'il y a moins d'acquéreurs, il y a plus de biens sur le marché. Et donc, plus de potentiel de négociation et faire baisser le prix automatiquement. Exactement. Moi, c'est comme ça que je réagis. Et donc, les gens qui te disent j'achète pas parce que les prix, c'est n'importe quoi, c'est une bulle, ça va exploser. C'est des gens qui te disaient la même chose il y a 5 ans. Et entre-temps, il y a 5 ans, ils te disaient ça. Et maintenant, ils te disent non, mais ça a encore augmenté, donc j'achète pas. C'est des gens qui achèteront jamais. Et dans 15-20 ans, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire merde, j'aurais dû acheter. J'aurais dû acheter, exactement. Du coup, ça fait pas mal de temps que tu es dans l'immobilier, plusieurs années. Tu as dû voir passer plein d'acquéreurs, plein de vendeurs. Si tu avais une ou plusieurs anecdotes sur un acquéreur en particulier, sans préciser le nom, bien évidemment, histoire qu'il puisse pas s'identifier, mais une petite anecdote à raconter pour ceux qui nous regardent. Alors, on me pose souvent cette question. Il m'est jamais rien arrivé de drôle, on va dire. Par contre, tous mes collègues, il leur arrive plein de choses à chaque fois. Et j'en ai une fois qui va en visite, qui a pourtant prévenu les propriétaires, mais je pense qu'ils ont zappé. Et ils auraient juste dû mettre une petite cravate sur la porte, parce que du coup, on les a un peu dérangés. Ok. Et une autre, on va dire, un peu plus technique, financière, ce serait un acquéreur qui, entre la signature de son appart et l'acte authentique, a placé son apport en bourse. Ok. Ça, j'ai jamais entendu ça. Voilà, ça c'est sympa. Attends, la première, j'avais déjà entendu. Ouais. Et du coup, donc il a placé ses sous et en fait, ça s'est cassé la tranche et il a perdu 15% dessus. Et je te raconte pas, pour signer. Tu peux pas. Après. C'est bon, il a dû trouver des sous. Ouais. Mais c'était très compliqué et très chiant pour tout le monde. La vraie question, c'est est-ce que l'acquéreur qui est rentré pendant que les vendeurs, est-ce qu'il s'est positionné ou pas sur l'appartement? Ça, je me rappelle pas. C'était un collègue qui avait visité.
Ok, cool. Deux anecdotes assez cool. Merci beaucoup pour ce partage. On va passer sur la deuxième partie maintenant. Plus sur la partie investisseur. Tous ceux qui veulent acheter pour soit vivre pendant 2-3 ans puis mettre en location, soit mettre en location tout de suite. Ça intéresse beaucoup de monde. Je sais que j'ai de plus en plus d'appels de gens qui veulent investir dans l'immobilier mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Déjà, est-ce que toi, tu as déjà investi dans l'immobilier? Plusieurs fois. Investissement, du coup, résidence principale, pour moi, ça compte comme un investissement, à long terme, évidemment. Donc, j'ai acheté un appartement, je l'ai revendu, j'ai acheté un studio. Après, je pense qu'il y a d'autres façons d'investir dans l'immobilier. J'ai, par exemple, ouvert un restaurant dans un endroit où on a 4 ou 5 000 mètres carrés de bureaux qui doivent pousser juste à côté. Donc, à terme, ça sera un fonds de commerce ou un bail qui aura plus de valeur. Donc, ouais, plusieurs fois, oui. Et est-ce que tu recommandes aux gens de le faire? Complètement. Il faut commencer le plus tôt possible. Ok, ouais, bah ça c'est comme dans tout, hein, dans l'immobilier. Le plus tôt c'est le mieux, forcément. Il faut juste pas oublier que l'immobilier c'est quelque chose à long terme. Donc ne pas s'imaginer, encore une fois, ce marché d'il y a 2-3 ans où en l'espace d'un an on prenait 10, 15, 20% de plus-value. C'est pas normal ce qui s'est passé. Donc voilà, ne pas oublier cette partie-là. Du coup, comment, sur ta partie investissement, comment tu as appris l'investissement locatif? Est-ce que tu t'es formé ou est-ce que tu as appris vraiment sur le tas? Alors, du coup, moi, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESPI. C'est l'École supérieure des professions immobilières. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre plein de choses là-bas. Ça, c'était une première étape. Maintenant, entre parler et faire, il y a une grosse différence. Donc, c'était mon métier. J'ai beaucoup parlé, beaucoup rencontré de gens, beaucoup vu d'acquéreurs, justement. J'ai vu un peu les erreurs qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Donc, j'ai essayé de ne pas les reproduire. Et après, c'est discuter beaucoup avec les agents IMO, discuter beaucoup avec les courtiers, avec les banquiers, avec les diagnostiqueurs. En fait, avec tout cet entourage de l'appartement pour justement apprendre un maximum possible. Donc, c'est lire et tout le temps apprendre. Clairement, ça c'est ce qui vous permet d'anticiper les erreurs derrière et de se retrouver avec des investissements qui peuvent être sur le papier rentables, ou en tout cas a priori rentables. Et après, vous vous rendez compte de plein de choses. Et là, pour le coup, ça devient horrible comme investissement. Et j'en ai fait l'expérience et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est marrant que tu parles de l'ESPI parce qu'ils m'ont contacté il y a pas longtemps pour intervenir chez eux pour faire une conférence justement sur la partie investissement. Donc je t'en dirai des nouvelles, mais je sais que c'est une bonne école et on me l'a recommandé et je vais intervenir bientôt chez eux. Du coup, pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier, forcément, on est tous à la recherche d'une pépite, le bien qui va ramener soit énormément de cash flow, soit qui va prendre en plus-value, en valeur, soit qui va faire un peu des deux. Quelle est ta technique à toi pour trouver la pépite? Trouver la pépite, on me le dit souvent. Comment j'ai fait moi? J'ai défini un quartier et un micro-quartier dans une ville pour commencer. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est le plus important pour moi, c'est le sourcing. C'est donc très très bien connaître ce quartier, ce qui va arriver, etc. Quel serait le développement de l'entourage de cet appartement en question. Et donc je commence souvent par faire le tour de toutes les agences pour déposer mes critères chez tout le monde. Même si aujourd'hui il y a beaucoup plus d'appartements qui apparaissent sur Internet, on sait tout très rapidement. Je pense que le but et la façon de trouver en fait une pépite, c'est d'être le premier au courant. Ouais, de connaître le fameux off-market. Exactement. Très bien. Et ça, du coup, ça se fait par le réseau. Alors, il est plus rare aujourd'hui, le off-market, mais il existe encore justement pour ces biens qui se démarquent un peu par rapport à d'autres. Je le vois de plus en plus dans les réseaux. Sur Instagram, je suis pas mal d'agents immobiliers et qui nous disent, voilà, bien qui arrive en vente dans 2 semaines ou dans 1 semaine. Ouais, ils préparent le terrain. Du coup, ils préparent le terrain. Et ça, typiquement, ça peut être une technique pour obtenir du off-market. Mais sinon, la base, c'est le réseau. Plus tu vas aller voir des agents immobiliers, plus tu vas apprendre à les connaître, etc. Plus ils vont te faire confiance. Et le jour où ils auront un bien qui vont rentrer à la vente, ils vont penser à toi. En général, ça peut se passer comme ça. Pour moi, c'est hyper important, en fait, quand tu démarches un agent IMO, c'est d'être sympa avec lui. Si tu viens aujourd'hui, on va dire qu'il y a plein de gamins qui viennent, qui ont 30 ans et qui nous disent « Ah, j'ai 500 000 € de budget et qui sont un peu péteux. » Bah, évidemment, entre lui et le petit gars qui sera sympa juste à côté, bah, on va avoir une préférence. Et le jour, en fait, où on aura justement cette pépite, qui on va appeler selon toi? Ouais, c'est le mec qui le zinc qui est sympa. Clairement. Bah, après, c'est de l'humain. Hein. C'est de l'humain. C'est de l'humain. Et ce que je recommande aussi, moi, à ceux que j'accompagne sur la partie investissement, c'est définir, comme tu l'as dit tout à l'heure,
les critères et pas forcément revenir dessus. Parce que si au début, je me dis je vais acheter un studio à Marseille pour tel budget, que je vais voir toutes les agences immobilières à Marseille et qu'après, 3 semaines après, je vais voir toutes les agences, ah bah non, finalement, je veux un 3 pièces dans un autre budget à côté, bah déjà, ils ont travaillé pour toi pendant 2 semaines pour rien. Ouais. Tu vas pas forcément être pris au sérieux. Donc, je suis tout à fait d'accord. Se renseigner au maximum, développer son réseau et être perçu comme le plus professionnel possible. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre un agent qui va te choisir toi et pour moi, c'est comme ça que je... Ouais, avoir une ligne conductrice et s'y tenir du début à la fin. Je suis d'accord. Et du coup, si à aujourd'hui, tu devais recommencer de zéro, c'est-à-dire que tu n'as pas de connaissances en immobilier, tu n'as pas de bien en immobilier, tu commences en 2023, par où tu commencerais? Qu'est-ce que tu achèterais? Qu'est-ce que j'achèterais? Je pense que moi, j'ai tendance à plutôt faire les choses près de moi. Justement, j'ai pas envie d'investir à l'autre bout de la France pour avoir une gestion impossible et compliquée. Donc, je pense que j'aurais fait comme ce que j'ai fait, donc tout dans ma ville. Ok, ouais, forcément, si tu as des galères, tu as un ballon d'eau chaude qui pète ou n'importe, tu seras beaucoup plus apte à aller directement sur l'appartement, à réagir, que si tu vis à Paris, que ça serait à Marseille. Et ces pépites dont tu parles, en fait, elles existent un peu dans toute la France. Et moi, je suis plutôt partisan de trouver un appartement où j'aurais pas forcément 10% de rentabilité, le truc un peu impossible à trouver, mais les 10%, ils ont un coût. C'est justement des problèmes en permanence, une gestion compliquée, etc. Je préfère avoir 4-5% proche de moi, mais stable et où je peux dormir en fait. Après, quand on parle de rentabilité, il y a plein de moyens d'aller chercher cette rentabilité-là, soit sur la partie mode de location. Si on fait pas une location classique meublée, mais qu'on part sur de la colocation ou du Airbnb, on peut aller chercher cette rentabilité-là. Soit sur la partie négociation aussi. Ouais. Tu peux trouver une pépite, mais derrière, tellement bien négocié que tu ramènes ta rentabilité assez bonne. Enfin, il y a plein de moyens. Je pense que on peut aller chercher cette rentabilité-là. C'est vrai que 10%, ça commence à être... Et voilà. Tu peux aller la chercher, mais tu vas avoir beaucoup de boulot en plus. Voilà. Ouais. Et il faut pas oublier que l'IMO, c'est un métier. Il faut bien savoir ce qu'on fait pour ne pas se planter. Clairement. Donc, quelqu'un comme toi qui fait ça toute la semaine, toute la journée, 7 sur 7, je te dirais oui, toi tu peux trouver. Et fonce. Mais par contre, il y a d'autres gens qui ont des jobs et il faut pas oublier que c'est un vrai job et qu'on passe du temps en fait à faire tout ça. Se faire accompagner quoi. Donc voilà. Tu peux la trouver, cette renta à 10%, mais tu auras un peu plus de boulot. Clairement, je suis d'accord avec toi. Ou alors se former dessus, se faire accompagner. Ce qu'on disait, ça fait beaucoup de temps. Troisième partie sur la partie plutôt business pour le coup. Comment t'es arrivé à lancer une agence immobilière au début? Alors moi, mon histoire est assez drôle. Donc j'ai fini une école, une licence. Ensuite, j'ai travaillé dans une franchise dans le 17e, donc c'est pas loin d'ici. Au bout d'un an et demi, on m'a gentiment dit est-ce que tu es sûr que l'immobilier c'est fait pour toi? Donc on m'a montré la porte, clairement. Ensuite, je suis allé chez les parents d'un ami. C'était une agence du coup familiale. Où au bout d'un an, pareil, on m'a dit c'est bien ce que tu es sûr que l'immobilier c'est fait pour toi? Et je me suis dit attends, je peux pas m'arrêter là. Je sais que je kiffe ce métier. Je sais que c'est ma passion. Je vais me montrer déjà à moi-même que j'en suis capable. Et alors là, tu passes au niveau risque beaucoup plus élevé. J'ai ouvert mon agence. Ah ouais, t'es déterminé après 2 refus. Ouais, on lâche rien. Je suis comme toi, mais c'est vrai qu'il faut le faire. Au bout de un an et demi, t'as un premier refus. Ensuite, tu passes une autre année, un deuxième refus. Pire que ça, on te dit que t'es pas bon. C'est vrai que t'es... Ouais. Et au final, bon, t'as juste pas le jugé. Et qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? T'as toujours des contacts avec eux? Ça fait partie des gens de mon entourage et de mon réseau que j'ai mis de côté. T'as bien fait. Comment t'as créé ton équipe et comment t'as réussi à t'entourer justement? Alors, mon équipe, je l'ai créée comment? J'aime bien travailler avec des gens que je connais, avec des gens avec qui j'aurais déjà travaillé. Une des parties les plus dures dans ce métier-là, c'est l'humain, je trouve. Que ce soit avec les acquéreurs, les propriétaires, ou ne serait-ce que dans ta propre agence. Donc voilà, c'est plutôt des personnes que je connais, un minimum, pour savoir comment tout bien goupiller et pour que tout le monde en fait soit content et bosse bien. L'immobilier, on sait que ça augmente, parfois ça baisse. Il y a des phases où il y a, comme aujourd'hui, il y a moins d'acquéreurs, d'autres phases où il y a énormément d'acquéreurs sur le marché.
ça doit être dur pour le moral. Comment tu fais pour rester toujours à fond? Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Et effectivement, c'est un métier qui est dur, qui est pas simple à vivre tous les jours. C'est un yo-yo permanent entre j'ai vendu 3 apparts à j'ai plus rien vendu, j'en ai vendu un, cool, ça va jusqu'au bout, etc. Donc toute l'année. Et je pense que c'est ce que je dis à mes équipes en fait, c'est que le plus important, c'est de ne pas subir le marché. Et pour pas le subir, en fait, il faut l'anticiper. Donc qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an? Comment vont réagir les propriétaires et les acquéreurs? Et à partir du moment où en fait tu analyses et tu essaies d'analyser en tout cas, et tu te dis, ah bah tiens, là les taux ils montent, donc on va avoir encore moins d'acquéreurs et peut-être encore plus de biens. Donc ce que je leur dis, c'est d'anticiper toutes ces courbes, on va dire, et à partir de là, tu pourras mieux bosser et mieux faire ce que tu dois faire. Okay. Donc ne pas subir le marché, l'anticiper. Et si tu arrives à faire ça, tu vas continuer à vendre parce que des appartements se vendent tout le temps. Et ne pas être déprimé, j'imagine, parce que des fois, il y en a... Enfin, des fois, t'as... Alors ça, c'est un peu le rôle interagence. Dès qu'il y en a un de nous qui est un peu down, bah il y en a un autre qui lui remonte le moral. Et en fait, c'est cette synergie que j'ai essayé de créer avec les 3 agences. C'est qu'on se pousse tous les uns les autres vers le haut. Et c'est ce qui est le plus important. Et se dire aussi que si c'est difficile pour toi, c'est difficile aussi pour les autres. C'est difficile pour toutes les agences qui sont autour. Donc justement, soit celui qui se démarque des autres. Clairement. Tes plus grosses galères business que tu as pu avoir avec toutes ces années dans l'immobilier? Moi, je pense que je t'en ai donné une pas mal tout à l'heure. C'est le mec qui perd 15 ou 20% de son apport en ayant placé ses sous et sans s'être dit « Attends, je les retire, c'est mon apport, stop, on arrête là ». Ça, c'est par exemple une grosse galère. Et du coup, à l'inverse, pour réussir dans ce métier, la recette du succès, selon toi? Ne jamais rien lâcher. Ouais, bonne réponse. Bonne réponse. Comment tu vois, enfin, on n'est pas devin non plus, mais comment tu vois l'immobilier dans 10 ans? Alors, 10 ans, je pense que c'est un peu long. Justement, je suis pas devin, donc j'en ai aucune idée. Par contre, pour moi, la tendance actuelle, c'est un marché à la baisse au niveau des prix. Ok. Donc, le temps que tout ça se stabilise entre propriétaires et acquéreurs, ça peut mettre un peu de temps. Maintenant, à la différence d'il y a quelques années, aujourd'hui, tout se sait très rapidement sur Internet. Donc, tu sais très bien que les taux vont monter. Donc, tu anticipes peut-être plus rapidement cette négo que tu n'aurais pas osé faire il y a 2-3 mois maintenant. Donc, voilà, il faut y aller. Et comment toi, tu te vois dans 10 ans? Moi, dans 10 ans alors aujourd'hui, on a 3 agences et on s'appelle Seven et pourquoi pas 7. 7, moi je te le souhaite. C'est très cool. On va passer sur des questions un peu plus perso. Un peu des questions en mode rapide, réponse rapide. Si tu pourrais faire un dîner avec une personne dans le monde, qu'elle soit morte ou vivante, qui est-ce que tu choisirais? Qui je choisirais? Et surtout... Morte ou vivante? Ouais. Et surtout, qu'est-ce que tu lui demanderais? Alors, je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes vivantes ou mortes avec qui j'aimerais dîner. Tu peux tout le temps apprendre quelque chose avec tout le monde, en fait. Donc, morte ou vivante, trop de gens. Trop de gens. Trop de gens. Et qu'est-ce que tu aimerais savoir? C'est surtout ça. Qu'est-ce que j'aimerais savoir? J'aimerais savoir... pareil, trop de questions. En fait, je pourrais te poser des questions. Quand quelqu'un m'intéresse, je te poserai des questions toute la journée. Je pourrais ne pas m'arrêter et faire le monde... pendant 24 heures, donc... Mais alors, je sais pas, qu'est-ce qui t'inspire chez les autres? Qu'est-ce qui m'inspire chez les autres? Je sais pas, non. Bon, c'est pas grave. Oh, t'as pas toutes les réponses, mais au moins, tu chercheras pour la prochaine fois, je te redemande. L'année prochaine, on fait ça. On fait ça. Et du coup, à l'inverse, peut-être que t'as la réponse. Qu'est-ce qui t'agace chez les autres? Qu'est-ce qui m'agace? Alors ça, par contre, ça je peux te dire. Ce qui m'agace, c'est les feignants et les gens qui font que parler et qui ne font rien. Si tu veux avoir des résultats, passe à l'action. Et donc, voilà, je te dirais toutes ces personnes qui parlent trop et qui se bougent pas. Un des meilleurs conseils business que tu puisses donner? Lâche rien. Lâche rien, fonce et encore une fois, passe à l'action. Ne fais pas que parler. Et un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné et qui t'a mené à la réussite? Et justement, je pense que c'était ça. C'est travail. Est-ce que selon toi, tu as réussi? C'est un grand mot, réussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux. Donc, c'est une sorte de réussite.
Maintenant, j'ai de l'ambition et j'ai envie de faire plein d'autres choses encore. Est-ce que il y a des choses dont tu ne peux pas te passer? Ouais, ma famille et mes amis. Pas mal, pas mal. Et du coup, bon, t'es pas encore papa, mais à tes futurs enfants, si t'avais une phrase à leur transmettre, qu'est-ce que ce serait? Je pense que je l'autoriserais même à se le tatouer sur le bras, ce serait ne lâche rien. On lâche rien. Ah ouais, c'est un reste dans la même. Rien. Et qu'est-ce que t'es le plus fier d'avoir créé? Ça donne. Ouais. Attends, 3 agences à ton âge, C'est cool. c'est plutôt cool. Ouais. Et du coup, bon, je pense que t'as répondu tout à l'heure, mais ton rêve le plus fou? Alors, tout à l'heure, je t'ai dit que j'en Tout à l'heure, jusqu'à 7. tu m'as dit peut-être, ouais. Alors, encore plus fou. Encore plus fou? Bah, plus que 7. Plus que 7, combien? Ouais. Je sais pas. Un gros réseau. Déjà, la prochaine, ce sera la 4e. On arrive à 7 et après, allez. Mais on reste dans l'immobilier. Je pense que j'aime beaucoup trop ça pour arrêter. Donc, même dans 10-20 ans, j'aurai toujours un pied dedans. Dernière question, prochain objectif. La 4e agence. Merci en tout cas, Olivier, d'avoir répondu à toutes les questions. Bah, merci C'était à un toi. plaisir. Et je te dis à très vite. Yes. Merci à tous.